montrerai comment donc aujourd'hui on va donc se concentrer sur Java Networking, encore la programmation réseau en Java, et on va voir les différentes étapes à partir desquelles on va arriver à manipuler et implémenter une application permettant la communication entre un client et un serveur. Le plan de ce chapitre s'étale sur les points suivants. Premièrement, introduction. Quelques caractéristiques Java, on peut le dire. Ensuite, rappel sur les différents concepts de réseau, par exemple les protocoles TCP/IP, UDP, socket, port de fusion, etc. L'adressage et Internet, comment se communiquer par les sockets, les ressources Internet, les exceptions liées au réseau, et ensuite conclusion et bibliographie. Donc on sait très bien que la programmation Java fournit la plateforme Java fournit plusieurs classes et interfaces qui sont destinées à la programmation réseau et autres concepts et domaines d'application. Par exemple, les applets, les générations des interfaces, les applications bureautiques, etc. Donc, Java fournit plusieurs classes et interfaces destinées à la programmation réseau à cause de son API qui a été bien conçu et riche d'un côté et qui a traité la plupart des interfaces et protocoles des plateformes d'autre côté. Ainsi, la programmation des applications réseau en Java est devenue un choix primordial. Par exemple, les domaines d'application, navigation sur Internet en utilisant le protocole HTTP, messagerie électronique en utilisant les protocoles SMTP et POP, conception de nouveaux protocoles, sécurité des communications, par exemple appliquer la cryptographie sur le trafic, mise en place des services Internet et interfaces orientées clients, recherche des hôtes et des adresses, par exemple en utilisant le domaine name server, le protocole DNS. On peut également transférer des fichiers en utilisant le protocole FTP, File Transfer Protocol, et déploiement des applications distantes ou réparties en utilisant RMI. RMI, c'est l'abréviation de Remote Method Invocation, c'est-à-dire invocation des méthodes réparties, qui sont des méthodes publiées dans des annuaires, et ensuite différents clients peuvent y accéder et invoquer d'une façon répartie le même traitement. Un peu d'historique sur Java. Il y a une amélioration jusqu'à J2SE 11, voire 15. Les caractéristiques de Java, donc on peut dire que Java est familier, orienté objet, permet la communication entre client-serveur, il autorise l'implémentation de multithread et c'est un langage interprété. Donc, on peut avoir des architectures simples, portables, dynamiques et adaptables. Les applications Java peuvent être sécurisées, elles sont performantes, robustes. Nous avons plusieurs plateformes, on peut donc implémenter des applications sur des plateformes différentes et avoir des réseaux hétérogènes et distribués.
l'API du Java, on trouve par exemple java.nom, .io, .net, utile, AWT, Applet, RMI. Donc toutes ces bibliothèques, on l'a déjà exploré, à l'exception de RMI avec vous. Swing, SQL, Security et Java. Et lorsqu'on dit une communication client-serveur, donc nous avons deux entités, n'est-ce pas? Donc on doit avoir un programme qui se tourne sur côté serveur, sur la machine qui va jouer le rôle de serveur ou encore qui offre le service. Et de l'autre côté, l'entité cliente, c'est-à-dire la machine qui a besoin de ce service ou bien qui demande le service. Donc l'architecture client-serveur, c'est une communication entre deux machines. L'un de ces machines offre des services, d'où le nom serveur, et l'autre machine consomme ces services, et d'où le nom client. Le client lance une requête pour l'acquisition d'une ressource comme texte, image, son ou bien résultat de calcul, etc. auprès d'un serveur. Le serveur exécute la requête, il lance en background ou bien en back-office, donc le lancement des scripts, des interactions avec base de données et d'autres calculs du service métier du serveur. Le résultat de la requête sera ensuite envoyé au client. Alors, comme vous voyez, architecture client-serveur, nous avons l'entité client, entité serveur. Ces deux entités doivent être connectées sur le réseau. Le client, plutôt première phase, le serveur doit être implémenté et mis à l'écoute des requêtes du client, c'est-à-dire il attend les requêtes du client. Lorsque le client lance la requête, alors le client traite la demande et renvoie la réponse. Cas exceptionnel, lorsqu'on travaille en localhost, c'est-à-dire sur la même machine, le client et le serveur sont installés, les deux programmes sont donc exécutés sur la même machine. Dans ce cas, on dit qu'on travaille en localhost et on utilise l'adresse IP privée 127.0.0.1. Un peu de réseau pour faire appel. Donc ici, nous avons le modèle OSI. Le protocole TCP IP, donc il est lié à la couche transport. Les protocoles HTTP, SMTP, RIP, par exemple HTTP pour Hypertext Transfer Protocol, SMTP pour Simple Mail Transfer Protocol, RIP pour Routing Information Protocol, c'est un protocole de routage. SNMP, donc Simple Network Management Protocol, c'est un protocole d'envoi des messages de signalisation, c'est-à-dire de configuration et gestion de réseau. Ces protocoles, plutôt ces messages, sont transparents à l'utilisateur. IP Internet Protocol, toujours lié bien sûr à la couche d'envoi, couche réseau, pour assurer un routage de bout en bout. Et ici, d'autres protocoles, FTP, NFS, DNS, etc. À titre d'exemple, on peut présenter les protocoles en respectant le modèle OSI. On trouve les protocoles HTTP, FTP, Telnet et SMTP utilisent le protocole de transport TCP. NFS, SNMP, DNS et RIP utilisent le protocole de transport UDP. Donc, à ce niveau, nous avons
l'information donnée. Lorsqu'on passe à la couche transport, on parle de segment. Donc, on va ajouter l'entête du protocole TCP ou bien UDP. Ensuite, lorsqu'on passe à la couche réseau, on parle ainsi de paquet. Donc, on va ajouter l'entête IP. Ensuite, le paquet passe à la couche suivante, c'est la couche liaison. Et dans ce cas, on parle de train ou de frais en ajoutant l'entête de la couche liaison. Et à la fin, on va acheminer tram codé en binaire ou bien en bits et après selon le support de transmission physique vers l'autre entité. Donc normalement, vous avez déjà étudié ces différentes couches et cette architecture d'encapsulation des données ou bien de messages de la couche applicative jusqu'à la couche liaison, n'est-ce pas? Allô? Jusqu'à ce point, est-ce clair, s'il vous plaît? Y a-t-il des questions? C'est clair, madame. C'est quoi la différence entre maintenant le protocole TCP et le protocole UDP? واحد le TCP il est fiable en termes d'erreurs ou corrections. L'UDP il peut permettre de passer des erreurs au code. والانيرال Non, plutôt on dit que là c'est clair. Il y a un niveau applicatif, on utilise plusieurs services ou encore plusieurs applications. Les HUMA, services HTTP, FTP, etc. Ensuite, on va passer à la couche transport. Donc, la couche application, elle regroupe du modèle OSI. L'application regroupe la couche هذايا في الموديل هذا modèle TCP/IP sur 4 couches. Par rapport au modèle OSI, couche application, c'est l'équivalente à la couche application, présentation et session. La couche transport reste transport, la couche réseau reste réseau, la couche liaison regroupe la couche liaison et physique du modèle OSI. Ok, donc là, lorsqu'on va transporter notre message, on va utiliser deux modes, deux protocoles. Le protocole TCP, c'est un mode connecté. On dit que ce mode ou bien ce protocole est fiable. Pourquoi? Parce que on doit garantir la transmission de messages. C'est-à-dire, on va utiliser des messages d'acknowledgement ou encore d'acquittement lors de réception des messages. Quoi d'autre? On utilise le numéro de séquence entre les différents segments. Donc là, si j'envoie un message au destinataire, si je n'aurai pas un acquittement, un accusé de réception, alors je dois renvoyer le message. De plus, je ne peux pas envoyer le message qu'après l'établissement de connexion, c'est-à-dire je dois être sûr que l'autre partie communiquée est à l'écoute ou bien on attend de mes messages. Donc là, on va appliquer tout d'abord 300 check, établissement de connexion sur 3 messages de synchronisation. Nous, les messages à la synchronisation, demande connexion, acquittement de connexion.
On trouve la définition de la taille de fenêtre. C'est quoi taille de fenêtre? C'est la capacité d'accepter une telle taille de message. Par exemple, date donnée le message à envoyer contient ou bien elle est de taille 2 mégas. D'accord? La fenêtre, la capacité de la mémoire de la carte réseau ou bien de tampon est de 1024 octets. De l'autre côté, par exemple, donc un client, un serveur. L'autre partie communicante, la fenêtre, est de taille 4000 octets ou bien 2048 octets. Donc, avant d'envoyer les messages, je dois notifier l'autre partie que je suis en train d'envoyer, de se communiquer. Donc, normal synchronisation. Ensuite, on doit se mettre en d'accord qu'on va envoyer sur la taille de fenêtre minimale pour être équitable. Donc, on va respecter 1024. Ainsi, on aura nombre de messages, combien de segments? 2 mégas sur 1024 octets. Okay. Une fois la connexion est établie, on aura acquittement d'établissement de connexion. On commence à envoyer les messages. B. La partie IP, c'est clair, la couche réseau, c'est la couche de routage pour assurer l'acheminement des paquets de bout en bout. À ce niveau, on parle. Donc, là, données donc on a le message. À ce niveau, on parle de segments. Donc, on va partager le message sur un nombre de segments selon la taille de fenêtre et en ajoutant l'entête de la couche transport. Ensuite, à ce niveau, on parle de paquets. Donc, le segment, on lui ajoute l'entête de la couche réseau. En descendant, on parle de train ou en anglais de frame. C'est le paquet plus l'entête de la couche réseau. OK? Donc, le protocole TCP, c'est un protocole en mode connecté, ou encore on dit que c'est un protocole fiable parce qu'il vérifie l'envoi et la réception de quoi? Le message via les acquittements. Par contre, l'EDP, c'est un protocole en mode non connecté, c'est-à-dire j'envoie et j'en m'en fous de la réception. Donc là, pourquoi n'est pas fiable? Parce qu'il n'y a pas les messages d'acquittement ou bien de vérification et de signalisation par rapport à la réception de messages. Souvent, le mode UDP, il est utilisé pour NFS, SNMP, DNS et RIP. Ok, on passe. TCP/IP et Java.NET. Donc maintenant, on va voir que Java.NET implémente la pile protocolaire TCP/IP. Les classes et interfaces utiles au développement réseau sont regroupées dans le package Java.NET. Donc, 10 classes ont été choisies. Donc, au niveau de notre simple communication, 10 classes ont été choisies. Les couches programmables de TCP/IP sont la couche application, couche transport ou la couche réseau. D'accord? Au niveau de la couche application, on parle de quoi? On parle d'URL, URL connection et URL encode. Ensuite, de la couche transport, on va utiliser les classes socket, server socket, et pour TCP, mode connecté. Et pour UDP, le mode non connecté, on va utiliser datagram socket
Datagram Packet et Multicast Socket. Pour la couche réseau maintenant, on va utiliser les classes Inet Address et Network Interface. Qu'est-ce que Socket? Donc Socket, c'est un modèle de communication basé sur TCP ou UDP. Dans une communication, au moins 2 sockets sont utilisés. Pourquoi 2 sockets? Nous avons 2 entités, client et serveur. Donc socket côté client, socket côté serveur. Chaque socket est identifié par une adresse IP et numéro de port. Donc Adouma, 2 informations utiles et fondamentales pour les classes socket. Port maintenant. Port, c'est la liaison d'une machine à un réseau. La liaison d'une machine à un réseau est physique. Les données passent par cette liaison, sont utilisées par diverses applications ou protocoles. Les ports sont fondus pour distinguer les données propriétaires à chaque processus. Ainsi, plusieurs communications TCP et ou UDP peuvent être exécutées en parallèle. Quelques numéros de port sont également réservés. Par exemple, 23, c'est un protocole réservé pour les applications Telnet. 21 pour FTP. 80 ou bien 80-80 pour HTTP. Et ainsi de suite. Maintenant, présentation l'année entre deux communications via des sockets et des couches applicatives. On va créer application, on va créer socket côté la machine A en utilisant un port spécifique et ensuite on va envoyer le message vers la machine B en utilisant un autre port spécifique. Ce n'est pas forcément qu'on utilise le même numéro de port. Hein. Donc là, par exemple, communication entre port 80, là, communication avec le port de Telnet. Donc plusieurs applications s'exécutent en parallèle sur la machine. Comme on trouve le scénario réel, nous avons notre navigateur pour les applications donc de HTTP et on peut avoir par exemple Skype ou autre application sur notre machine. Donc TCP, il assure une communication garantie ou encore fiable. L'ordre de la livraison des paquets est pris en compte. Pas de perte ou de duplication de paquets. Communication fiable mais moins performante, donc là en termes de qualité de service, c'est-à-dire le temps de réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a une exploitation supplémentaire de ressources et de temps de calcul Par exemple, envoi des messages d'acquittement, réception, vérification de la taille de fenêtre, ainsi de suite, vérification du nombre de segments, etc. C'est un protocole utile pour l'implantation des services réseau tels que l'accès à distance, Telnet, AirLogin, ainsi de suite, et le transfert des fichiers FTP ou un grand flux de données qui peut être échangé. Pour l'UDP, c'est une communication non garantie. L'ordre de la livraison des paquets n'est pas important et non garanti. Possibilité de perte ou de duplication des paquets. La communication est plus rapide. UDP est réservé à des tâches peu importantes.
Il peut être utilisé dans plusieurs applications comme Kaiza, les mèches, Emule, etc. Donc là, nous avons un schéma illustratif. Émetteur, de l'autre côté récepteur. On va assurer un appel téléphonique. Donc support de transmission, l'opérateur téléphonique. Donc là, lorsque la voix est interrompue, par exemple, le récepteur il va dire s'il te plaît, je n'ai pas écouté, peux-tu répéter? Donc c'est le principe de TCP, c'est-à-dire là, on doit garantir l'acquisition de l'information par le récepteur. Par contre, lorsqu'on utilise l'UDP, par analogie, on peut dire qu'on a envoyé des courriers via poste, mais on n'est pas sûr que un des courriers a été perdu ou non. La diffusion maintenant, le principe de diffusion, c'est d'envoyer des paquets à plusieurs machines sans faire la duplication de ces paquets. L'adresse IP de diffusion doit être de type classe D, c'est-à-dire entre 224.0.0.1 et 239.255.255.255. On utilise les champs TTF ou encore l'abréviation time to leave de l'entête IP pour contrôler le chemin de paquet. Par exemple, 1 pour réseau local, 16 pour régional et 127 pour le monde entier. Bien sûr, la time to leave, lorsque le paquet passe d'un nœud ou d'un réseau à un autre, on fait une décrémentation -1. Donc, lorsqu'on dit d'un réseau à un autre, c'est-à-dire d'un routeur à un autre. OK? Donc, là, on a exemple de diffusion. Le message. L'URL, c'est quoi l'URL? URL, c'est Uniform Search Locator. Donc, localisation de notre ressource d'une façon uniforme. Est une chaîne de caractères qui désigne une ressource accessible par Internet ou intranet. L'Internet, c'est le réseau global ou intranet pour le réseau local. Une URL est composée en général d'un protocole, un serveur, un port, chemin d'accès et un ensemble de paramètres. Exemple d'URL. Donc ici le protocole HTTP ou bien FTP ou bien mail-to ou bien file. Le point slash, le serveur ou encore l'adresse de la machine ou bien le nom de site www.google.com. Deux points, le numéro de port et ensuite chemin sur cette machine vers la ressource à afficher ou bien à explorer. L'adressage et Internet couche réseau, donc on sait très bien qu'une adresse IP elle est codée sur 4 octets. Bien sûr, séparée par des points. Une partie elle est réservée pour l'identification du réseau et l'autre partie elle est réservée pour l'identification de la machine selon 4 classes. A, B, C, D et E pour c'est une classe réservée aux recherches. Pour simplifier la compréhension humaine,
Un serveur particulier appelé DNS, le Domain Name Service, est capable d'associer un nom à une adresse IP. Donc là, à la place d'écrire HTTP et on donne 120, par exemple 176.10.1.1, on donne par exemple HTTP LinkedIn 2.80. Au numéro de port. Donc, pour assurer l'équivalence entre le nom du site et l'adresse IP équivalente, on utilise le protocole DNS, le Domain Name Service. Donc, la classe InetAddress offre des méthodes de manipulation des adresses Internet et elle est constituée par les constructeurs suivants. Donc, InetAddress représente l'adresse Internet. Des méthodes pour lire l'adresse, la comparer avec autre ou la convertir en chaîne de caractères. Par exemple, dans la classe InetAddress, on trouve la méthode getByName qui va renvoyer une adresse IP en donnant la chaîne ou bien le nom du site. InetAddress getAllByName et on donne chaîne de caractères. Ça renvoie un tableau des adresses Internet ou encore adresse IP associé au nom de l'hôte. Par exemple, si on va renvoyer toutes les machines sur lesquelles donc, héberge LinkedIn, par exemple, ou bien Facebook, etc., on va afficher la totalité des adresses IP dans un tableau pour ce site. InetAddress getLocalHost, ça renvoie l'IP de la machine locale. GetAddress, ici, qui renvoie un tableau d'octets, byte, renvoie les 4 octets de l'adresse IP. GetHostAddress, c'est une méthode qui retourne une chaîne et qui représente l'adresse IP sous forme d'une chaîne. GetHostName, en renvoyant une chaîne de caractères, ça renvoie le nom du serveur ou bien de la machine. Donc là, InetAddress, c'est-à-dire implémente type de DNS et de l'adressage IP, le protocole IP de la couche de routage, la couche réseau. Maintenant, pour les interfaces, on sait très bien que chaque machine possède interface Internet si elle possède la carte réseau, bien sûr. Mais, par exemple, on dit l'interface réseau. Donc, pour assurer la communication au déploiement de l'interface en programmation Java, on parle de la classe Network Interface, qui permet d'obtenir la liste des interfaces de connexion au réseau de la machine. Je vous rappelle qu'une interface de connexion au réseau se caractérise par un nom court, le nom de l'interface. Par exemple, l'interface 01. Une désignation. Désignation, par exemple, est-ce qu'il s'agit d'une interface Ethernet, Wi-Fi, Giga Interface, et ainsi de suite. Ensuite, une liste d'adresses IP. Donc, est-ce que cette interface elle est dédiée à une adresse locale ou bien à une adresse locale et plusieurs adresses publiques et ainsi de suite. Donc, la classe Network Interface contient les méthodes suivantes.
string getName pour envoyer le nom court de l'interface. String getDisplayName pour envoyer la désignation de l'interface. Et ensuite, enumeration getInternetAddress renvoie une énumération d'objets Internet Address contenant la liste des adresses IP associées à cette interface. Et jusqu'à ce niveau, est-ce clair, s'il vous plaît? Y a-t-il de questions? Donc, à ce moment, on a traité une couche application, on a le protocole FTP, HTTP, etc. Donc, on identifie le numéro de port. Ensuite, pour la couche réseau et domaine name server, le nom des serveurs ou bien des machines distantes, on a implémenté les classes Internet Address. Ensuite, pour les interfaces de réseau, on a implémenté la classe Network Interface. OK, pour manipuler tout ce qui est adressage IP, etc. avec la classe Internet Address. Pour le couche transport maintenant, on s'intéresse au protocole TCP et UDP, donc on va implémenter les classes socket. Les sockets représentent l'outil de base pour la conception des protocoles et le développement des applications de communication telles que la messagerie, transmission de fichiers, vidéoconférence, etc. Et deux protocoles sont utilisés. Donc, on utilise le protocole TCP. Pour ce protocole, on utilise la classe Server Socket et Socket. Donc, il y a des côtés serveur, il y a des côtés client et serveur. Ensuite, le protocole UDP, pour l'implémenter, on va utiliser les classes Datagram Socket, Datagram Packet et Multicast Socket. La classe Socket Server, elle est utilisée côté serveur. Elle va attendre simplement les appels des clients. Ensuite, chaque objet est associé à un numéro de port sur lequel il va attendre les connexions. Finalement, pour chaque client, un thread est lancé pour assurer le dialogue avec lui. Socket maintenant, la classe contient les méthodes de création des flux d'entrée-sortie. Les sockets constituent la base de communication sur le réseau et la classe gère la connexion, l'envoi des données, la réception de données et la déconnexion. Pour simplifier la compréhension, on a préparé à vous ce schéma. Bon, le rôle qu'on a dit oralement pour serveur socket, pour l'acceptation de communication, socket accept, et close pour la fermeture de socket. Okay. Le constructeur de serveur socket, nous avons trois constructeurs. Il y a M1 natif ou bien par défaut, avec paramètres int pour désigner le numéro de port, avec deux paramètres deux entiers pour désigner le numéro de port et nombre maximum de clients simultanés. Là, on a quelques détails sur la classe socket qui contient les méthodes get internet address, on peut utiliser les méthodes input stream et output stream pour l'envoi et la réception des flux. Donc, comme vous voyez maintenant, ici côté client et de l'autre partie côté serveur. Ok, on va créer socket client en utilisant
constructeur socket qui prend en paramètre obligatoirement l'adresse IP ou bien le nom du serveur et l'autre paramètre le numéro de port. Ensuite, on va créer les flux d'entrée-sortie. Un objet pour récupérer les flux d'entrée-sortie. Donc pour l'out, lorsqu'on va envoyer des données, on va écrire sur l'objet out. C'est quoi l'objet out? C'est une instantiation de quoi? De output stream. Donc l'ENA égale à socket client.getOutputStream. Lorsqu'on va traiter les données en entrée, alors on va utiliser l'objet in. Résultat de quoi? De socket client.getInputStream. Donc là, lorsqu'il y a un trafic en sortie, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire sur le flux de sortie. Donc, inversé. Donc, out.write et in.read. هنا فما فوت نصلحها. Ensuite, on reste en communication. Donc, on fait boucle sur cette partie. Lorsqu'on termine, on fait socket client.close. Partie serveur. Comme vous voyez, là, on commence avant la création de socket client, c'est-à-dire on doit préparer socket serveur, on doit la créer pour attendre les requêtes de clients, pour attendre la connexion avec des clients. En utilisant la classe socket server, donc notre server socket. Donc on crée l'objet socket du serveur qui est égal new server socket et ensuite le numéro de port, c'est-à-dire on va écouter la communication sur quel port, sur quel service. Lorsque le client demande la connexion, alors qu'est-ce qu'on va faire? Socket client égale socket du serveur, l'objet HDR, pour accept. Donc on va l'accepter. L'étape suivante, on crée les objets de flux d'entrée et sortie. Et à chaque trafic échangé, on fait in.read et out.write. Lorsqu'on termine la connexion avec la communication avec le client, on fait socket client.close et on termine la connexion avec lui. Pour la communication en mode non connecté, l'UDP, on va utiliser la classe datagram socket. L'émission et la réception des paquets se fait à l'aide des méthodes send and receive. Pour la classe datagram packet, on va utiliser l'émission et la réception des données des paquets à l'aide des tableaux d'octet maintenant, qui sont les résultats des méthodes getData et sendData. Pour la classe multicast socket, c'est pour la diffusion des paquets sur un réseau. Donc là, vous pouvez explorer ces tableaux. Pour mieux comprendre les méthodes. Récapitule, pour la communication en utilisant le mode non connecté ou UDP, nous avons le client et nous avons serveur. Ok? Donc là, on va créer datagram socket partie client, new datagram socket. De côté serveur, datagram socket, socket égale à new
datagram, socket et on donne numéro de port. Donc, si vous remarquez, là, on a utilisé le même classe. Et ensuite, datagram packet reçu égale new datagram packet et on donne un tableau d'octet et la taille de ce tableau. Ensuite, datagram packet est mise pour l'envoi des informations. On donne comme paramètres le buffer, la taille, l'adresse et le numéro de port. De l'autre côté, on va faire la même chose. Pour l'échange de messages, qu'est-ce qu'on va faire? Socket.receive qui va prendre en paramètre quoi? Le datagram packet, la partie reçue en octet. Et socket send, ce qu'on va émettre en octet. De même pour l'autre côté. Et lorsqu'on termine la communication, on va faire socket.close, socket.close. Pour le multicast, la classe possède plusieurs constructeurs dont les principaux rôles sont les suivants. Donc, multicast socket pour la création de socket multicast. Multicast socket int port pour créer socket multicast et assure la jointure à un port spécifique. Pour l'envoi et la réception, c'est la même, hein, que le mode UDP. Le mode multicast socket prend socket address et banded address. Donc comme constructeur, les méthodes, donc on peut faire join group ou bien leave group. Pour la gestion des ressources Internet, on utilise les classes URL, URL connection et URL encode. Classe URL pour assurer la validation syntaxique des liens vers les ressources demandées. URL connection pour établir des connexions vers des ressources. Et URL encoder, c'est un utilitaire de codification ou bien d'encodage des URL. Les méthodes, on trouve getProtocol pour renvoyer le protocole utilisé. GetHost pour renvoyer le nom d'hôte. GetPort pour renvoyer le nom du port. GetFile pour renvoyer le chemin complet du fichier. OpenConnection pour ouvrir une connexion vers la ressource. Et OpenStream pour ouvrir un flux de données en entrée pour lire la ressource. Si la syntaxe de l'URL n'est pas correcte, une exception de type malformed URL exception sera déclenchée. Pour la classe URL connection, on trouve les méthodes getInputStream et getContentLength. Pour renvoyer ici getContentLength pour renvoyer la taille du flux. Pour la classe URL encoder, donc cette classe est une classe utilitaire qui propose la méthode statique encode pour encoder une URL. Donc, elle va remplacer notamment les espaces par des signes de plus et les caractères spéciaux par une signe de symbole de modulaire, pourcentage, suivi de code de caractère. Finalement, lorsqu'il y a des erreurs à l'exécution, on doit déclencher des exceptions. Donc, les exceptions liées à Java Networking
ou bien à l'implémentation des applications réseau, on trouve bind exception lorsque le port est utilisé par une autre application. Connect exception lorsqu'il y a une erreur liée à l'interruption de connexion ou bien si on ne peut pas établir une connexion ou bien créer socket. Donc là, de façon générale, lorsqu'aucun serveur n'est pas à l'écoute sur le port précisé. Ensuite, malformed URL exception lorsque l'URL n'est pas valide. No route to host exception, donc là, lorsque le pare-feu, en anglais le firewall, empêche la connexion. Socket timeout exception, donc là, délai d'attente écoulé. Et unknown host exception lorsque l'adresse n'est pas enregistrée ou bien l'adresse de l'hôte n'a pas pu être trouvée. Ok, donc il y a un autre chapitre de communication en utilisant la pile ou bien le modèle OSI implémenté par le langage Java. D'accord. Et grâce à cette plateforme Java ou Java Networking, on peut avoir la recherche et visualisation des informations, transmission de données, on peut avoir des applications de jeux interactifs, on peut avoir des applications de chat et de messagerie, des applications de commerce électronique, des messages d'actualité pour notifier les utilisateurs, la diffusion radio et TV et les conférences en ligne. Pour passer à la partie pratique, là, j'ai préparé à vous ce document. Donc, là, comme document qui contient différents exemples. Voilà. Donc là, je fais partage d'écran. Ce document contient des exemples pour une communication client-serveur simple en utilisant TCP. Une application pour assurer une communication client-serveur en mode non connecté et ainsi pour implémenter communication via UDP. Et pour accepter des clients multiples et pour la diffusion des messages ou encore avec le multicast. D'accord? Je vais les envoyer tout de suite. Hein. باهي مدام بالله كونتاكتيت البروفا الاخرى باش نعرفوا شنو لي شابيتر الداخلين مدام ان شاء الله aujourd'hui ان شاء الله باهي مشيش مدام هاكا تبعث لنا ميساج هوني على الجروب oui. Donc juste instant عندي des exemples implémentés لنا على الكليبس الكليون سيرفر باش تزيدوا تفهموا اكثر منه.